Le dimanche 19 mai 1991, Jim Dunn et sa femme reçurent un appel tard en soirée à leur maison de Yardley, en Pennsylvanie. Leur interlocutrice s'identifia. Elle s'appelait Alicia Hamilton. C'était la petite amie de Scott, le fils de 24 ans de Jim Dunn. Alicia était bouleversée. Elle déclara que Scott avait disparu de leur maison de Lubbock, au Texas. Jim dit à Alicia de ne pas s'inquiéter. Il attendait l'appel de Scott d'un jour à l'autre. Mais Scott ne l'appela pas. Toutes les tentatives de Jim Dunn pour joindre son fils furent vaines. Bien qu'il fût inquiet, il croyait que Scott était occupé à son passe-temps favori, l'achat et la remise à neuf de vieilles voitures. Je n'avais pas parlé à Scott depuis environ 7 jours, et nous nous parlions habituellement une fois par semaine. Scott avait toujours quelques projets qui l'occupaient. Il cherchait de l'argent pour s'acheter une voiture, ou alors c'était une carrosserie dans laquelle il comptait mettre le moteur d'une autre voiture. Mais après plusieurs jours sans nouvelles de Scott, Jim Dunn décida d'appeler le patron de son fils à une entreprise de Lubbock, au Texas, spécialisée dans l'installation de chaînes stéréo dans des voitures. Le patron de Scott déclara que ce dernier ne s'était pas présenté au travail depuis plusieurs jours. La dernière fois qu'il l'avait vu, Scott se sentait mal et il avait demandé à partir plus tôt que d'habitude. Il avait laissé ses outils et sa voiture au travail et il avait demandé à sa petite amie, Alicia Hamilton, de venir le chercher. Scott avait dit espérer revenir au travail dans un jour ou deux. Le patron déclara à Jim Dunn qu'Alicia Hamilton avait appelé à l'atelier quelques jours plus tard. Elle croyait que Scott l'avait quitté pour une autre femme. Le père de Scott ne croyait pas que son fils pouvait ainsi laisser tomber d'un seul coup sans raison les voitures qu'il aimait tant. Il entra en contact avec la police de Lubbock pour signaler la disparition de son fils. Malheureusement, les enquêteurs ne pouvaient guère faire quelque chose. Scott Dunn était un adulte. Il pouvait être allé n'importe où. Et plus important encore, rien ne prouvait qu'un crime avait été commis. Malgré tout, le détective Tal English accepta de s'occuper de l'affaire. À peu de choses près, il m'a dit que Scott n'avait pas l'habitude de disparaître sans raison. Ce qui préoccupait particulièrement M. Dunn, c'était le fait qu'il avait laissé tous ses outils et sa voiture au travail. Pourtant, c'est bien avec beaucoup d'importance pour lui. Et Jim Dunn savait qu'il ne les aurait pas laissés ainsi. Plus tard, au cours de la soirée, les détectives appelèrent la petite amie de Scott, Alicia Hamilton, avec qui il vivait. Elle l'avait vu pour la dernière fois quelques heures avant qu'il ne disparaisse. Elle déclara qu'elle était allée chercher Scott pour le ramener à la maison après qu'il lui ait dit qu'il avait eu un malaise. Elle lui avait conseillé d'aller s'étendre sur son lit et lui avait fait du thé. Elle aurait voulu rester pour s'occuper de lui, mais elle devait se rendre au restaurant où elle était serveuse. Scott avait d'ailleurs insisté pour qu'elle y aille. Après lui avoir dit au revoir, Alicia était partie. Elle ne l'avait plus revu par la suite. La jeune femme ignorait où Scott avait pu aller, mais elle avait toutefois découvert quelque chose d'étrange. En replaçant des meubles, elle avait constaté qu'un bout de la moquette sous le canapé avait été découpé avec soin. Ne sachant trop qu'en penser, les enquêteurs lui demandèrent la permission de visiter le reste de l'appartement. Dans la chambre à coucher, ils trouvèrent le bout de moquette manquant. Il avait été collé à l'aide de rubans adhésifs sur une partie usée de la moquette. Alicia ne l'avait pas remarqué. Sous le morceau de moquette, les enquêteurs virent alors une grosse tache brun-rouge qui ressemblait à du sang. Quand nous avons compris que cela pouvait être une scène de crime, nous avons immédiatement été en état d'alerte et on a appelé notre équipe d'identification. Elle est venue pour tout photographier avant qu'on ne déplace quoi que ce soit. Des analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien de sang humain. Bien qu'on ne sût pas si ce sang provenait de Scott Dunn, cette découverte indiquait qu'un événement violent s'était produit dans la chambre. C'est grâce à l'intuition d'un père inquiet qu'on venait vraisemblablement de découvrir qu'il y avait eu un meurtre. Les autorités se mirent à la recherche d'autres indices. Grâce à un éclairage spécial, les techniciens trouvèrent de copieuses quantités de sang partout dans la chambre. Il y avait des traînées et des coulisses de sang sur les murs et le plafond. Ainsi donc, le meurtrier avait essayé d'éliminer les traces de son crime brutal. On recueillit des échantillons de sang, des fibres de tapis et de rubans adhésifs. Les experts prélevèrent également quelques cheveux de la brosse de Scott Dunn pour d'éventuelles analyses d'ADN. Au laboratoire judiciaire, les experts parvinrent à obtenir le code génétique de Scott Dunn à partir des cheveux recueillis. Ils le comparèrent à celui provenant du sang. Les deux codes étaient identiques. Pour le détective Tal English, il n'y avait aucun doute sur le sort qu'avait connu Scott Dunn. Mais l'enquête allait bientôt se buter à un écueil de taille.
Les procureurs refusaient de s'occuper de l'affaire. Selon le bureau du procureur, la loi texane exige qu'on dispose du corps pour ouvrir une enquête pour homicide. Et nous ne l'avions pas retrouvé. Même si nous disposions des preuves qui laissaient présumer qu'un meurtre avait été commis, il nous était extrêmement difficile d'ouvrir une enquête. Les autorités du Texas intensifièrent leurs recherches dans l'espoir de prouver que Scott Dunn avait été assassiné. On interrogea de nouveau Alicia Hamilton, sa petite amie. Bien qu'elle ne puisse expliquer la présence de sang dans sa chambre, Alicia continua d'affirmer que Scott était parti avec une autre femme. Mais au cours de l'interrogatoire, elle émit une autre hypothèse. Scott et elle avaient eu des frictions avec l'un de leurs voisins, un certain Tim Smith. Alicia affirma que celui-ci la harcelait depuis quelques semaines. Elle ajouta qu'elle l'avait rencontré dans une boîte de nuit du quartier quelques mois auparavant. Elle reconnut qu'elle avait une liaison avec lui, même si elle avait une relation amoureuse avec Scott. Elle s'était alors rendue compte que c'était une erreur et avait tenté de rompre avec Tim, mais il refusait de la laisser aller. Il avait commencé à la suivre et s'était même présenté à l'appartement où elle vivait avec Scott. Même si officiellement on ne pouvait affirmer qu'un crime avait été commis, la police disposait d'un suspect potentiel. Les policiers rendirent visite à Tim Smith, l'homme qui avait, semblait-il, harcelé Alicia et Scott, au dire de la jeune femme. Il se préparait à déménager. Quand les enquêteurs lui demandèrent où il partait vivre, il leur donnait une réponse étonnante. Alicia Hamilton et lui venaient tout juste de s'acheter une maison et ils emménageaient ensemble. C'est alors que les policiers remarquèrent un rouleau de ruban adhésif parmi ses effets personnels. Cela ressemblait au ruban trouvé dans la chambre de Scott Dunn. Au laboratoire judiciaire de la police de Lubbock, l'expert Scott Williams compara le ruban adhésif trouvé dans l'appartement de Tim Smith à celui de la chambre de Scott Dunn. Nous examinons toutes les caractéristiques physiques. Cela inclut la couleur, la texture et toute marque présente sur le ruban. Et bien sûr, dans ce type de ruban adhésif en toile, il y a des fibres ou des filaments tout au long du rouleau. Nous examinons l'espacement de ces fibres et leur composition. Toutes les caractéristiques étaient semblables. Ensuite, on analysa la composition chimique de l'adhésif. Les deux échantillons étaient parfaitement identiques. Et ce n'était pas tout. J'ai remarqué que des fibres et des cheveux s'étaient collés au rouleau du ruban adhésif. J'ai demandé à David Young, la personne responsable de l'analyse, de me dire si les cheveux des deux échantillons venaient d'un même sujet. L'expert en micro-indices David Young compara les cheveux sur le rouleau de ruban adhésif trouvé chez Tim Smith à ceux prélevés à même la brosse à cheveux de Scott Dunn. Il trouva de nombreuses ressemblances. Ce que cela signifiait, c'était que Scott Dunn s'était trouvé à proximité de ce rouleau de ruban à un moment donné. Comme nous avions démontré la présence de ce rouleau de ruban adhésif sur la scène du crime, cela étayait l'hypothèse selon laquelle Scott Dunn et ce rouleau de ruban adhésif s'étaient trouvés simultanément sur la scène du crime. Maintenant, les policiers disposaient d'un lien tangible entre la scène du crime et l'appartement de Tim Smith. Mais sans le corps de la victime, la police pouvait difficilement prouver que le couple s'en était pris au jeune homme. L'affaire risquait de tourner court. Résolu à rendre justice à son fils, Jim Dunn entra en contact avec la société Vidocq. Les membres l'invitèrent à présenter son cas lors de leur prochaine réunion. À la fin de la présentation, le cofondateur Bill Fleischer rencontra Jim Dunn seul à seul. On pouvait voir qu'il était dans tous ses états. Ce père était bouleversé. Il était persuadé que son fils avait été assassiné et qu'Alicia Hamilton était impliquée dans la disparition et le meurtre de Scott. Il cherchait de l'aide. C'était un pauvre homme qui avait besoin d'être aidé par des personnes compétentes. Les membres de la société comprirent qu'ils devaient d'abord prouver qu'un meurtre avait été commis. Sans corps, cela serait certainement ardu. Ils firent appel à l'expert en reconstitution de scènes de crime, Tom Bevel.
La reconstitution de scènes de crime est particulièrement utile dans certains cas. Par exemple, lorsqu'on ne dispose pas du corps de la victime et qu'on se demande ce qui a pu arriver. Cette personne a-t-elle seulement perdu un peu de sang suite à une coupure ou sommes-nous devant des traces indiquant que la victime a subi d'importantes blessures et qu'elle a pu en mourir? Pour répondre à ces questions, Bevel devait d'abord tenter de déterminer quel objet avait pu causer les éclaboussures de sang trouvées dans la chambre à coucher de Scott Dunn. Même si la plupart des taches avaient été essuyées dans un effort pour nettoyer la scène du crime, certaines d'entre elles étaient restées intactes. À l'aide d'un objet recouvert de sang, Bevel put recréer des taches de même dimension et de même forme que celles observées dans la chambre. Les taches avaient été causées par un objet contondant comme un bâton ou un bout de tuyau. Après avoir établi que Scott Dunn avait été battu violemment, Bevel tenta de déterminer si le jeune homme de 24 ans pouvait avoir survécu à une telle attaque. Pour ce faire, il devait découvrir quelle quantité de sang il avait perdu. Il versa du sang sur un tapis du même type que celui de la chambre de Scott Dunn jusqu'à ce que ces taches soient de même dimension que celles trouvées sur la scène du crime. Sa conclusion était formelle. Personne n'aurait pu survivre à une aussi importante perte de sang. Lorsque les procureurs furent mis devant ces faits, ils acceptèrent enfin de s'occuper de l'affaire. Les experts de la société Vidocq étaient parvenus à faire de ce cas de personne disparue une affaire d'homicide. C'était le coup de chance qu'espéraient les enquêteurs de Lubbock. Maintenant, ils pourraient mettre tous leurs efforts à la recherche d'un lien matériel entre Alicia Hamilton, Tim Smith et le meurtre. Ils réexaminèrent tous les dossiers à la recherche d'un détail qui leur aurait préalablement échappé. Cela porta fruit. Certains des cheveux recueillis à même le ruban adhésif de la scène du crime ne provenaient pas de Scott Dunn. Le lendemain, on convoqua Tim Smith au poste pour l'interroger. Encore une fois, celui-ci nia être impliqué dans l'affaire. Pour montrer sa volonté de coopérer, il accepta de fournir un échantillon de ses cheveux à la police. Alicia Hamilton fit de même. Les experts comparèrent les échantillons provenant de Tim Smith et d'Alicia Hamilton aux cheveux d'origine inconnus sur le ruban adhésif taché de sang de la chambre de Scott Dunn. Ils en conclurent que les cheveux provenaient des deux suspects. Cette découverte suffit pour faire arrêter Alicia Hamilton et Tim Smith. Le couple, qui partageait maintenant la même maison, fut mis en détention et accusé d'homicide. Les enquêteurs croient que lorsque Scott Dunn a voulu mettre un terme à sa relation, Alicia est devenue enragée. Incapable de subir ce rejet, elle a battu le jeune homme à mort. Elle a ensuite vraisemblablement cherché de l'aide auprès de son autre amant, Tim Smith, pour qu'il nettoie la scène et se débarrasse du cadavre. Le jury a trouvé Alicia Hamilton coupable de meurtre et l'a condamnée à 20 ans de réclusion. Quant à Tim Smith, il a également été trouvé coupable de meurtre. Il a eu droit à 10 ans de probation. On n'a jamais retrouvé le corps de Scott Dunn. Son père, Jim, a été invité à se joindre au rang de la société Vidocq pour venir en aide aux parents de victimes de meurtre. Il a accepté. Grâce à mon engagement au sein de la société Vidocq, dont je suis maintenant membre, j'ai pu rendre un peu de ce qu'on m'avait donné et démontrer ma gratitude. En même temps, ça me permet d'aider les personnes qui sont dans la même situation que j'ai vécue il y a 10 ans, lorsqu'on a tué Scott. Les membres de la société Vidocq affirment qu'ils ne sont au service que d'un seul client, la vérité. À cet égard, ils ne sont guère différents des policiers et des experts judiciaires auxquels ils viennent en aide. Mais lorsque les meurtriers sont rusés et difficiles à capturer, les experts de la société Vidocq permettent de donner une nouvelle perspective à une enquête et de résoudre des cas jamais élucidés.